Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais parler un peu plus de ma méthode, comment je fais pour sélectionner mes actions, comment je décide d'acheter ou de vendre certaines actions et donc pour ça j'ai évidemment une petite checklist qui est très simple dont je voulais vous parler puisque bah, maintenant je fais des vidéos où je dis voilà j'achète ci, j'achète ça mais je vais pas toujours en profondeur sur pourquoi. Donc ici je vais vous donner la méthode que j'applique à toutes les entreprises sur lesquelles j'investis. Donc on va commencer et déjà pour commencer on veut ça, on veut ces 5 points-là, à savoir entreprise profitable, revenu en croissance, free cash flow en croissance, EPS en croissance et un mot important. Le mot c'est en gros l'avantage concurrentiel qu'elle a, c'est-à-dire à quel point c'est facile de prendre sa place ou de prendre des parts de marché à cette entreprise. Est-ce que si on met 10 milliards, on arrive à faire du mal à cette entreprise? Ou si on met 100 milliards, voilà, quel est le montant? À quel point c'est faisable de déstabiliser cette entreprise et de venir en fait bah, l'embêter sur son marché? Donc ça, c'est évidemment très important. Et idéalement, les marges s'améliorent avec une bonne gestion des dépenses et les EPS sont boost via des buybacks. Et j'ai mis à bon prix. Les buybacks, c'est bien, mais c'est bien si c'est fait à un bon prix. Ça sert à rien de cramer son cash flow si l'entreprise est un petit peu trop chère en ce moment. Autant ne pas faire de buyback, garder le cash et le faire plus tard ou verser un dividende éventuellement. Je ne suis pas forcément très fan des dividendes, euh, mais je préfère les buybacks. Voilà. Peu ou pas de dette. Alors ça, attention, j'aime bien quand il n'y a pas du tout de dette ou quand on est à un debt ratio qui est à moins de 1 voire 0,5. Mais s'il y a un petit peu de dette, c'est-à-dire si on est à 1 ou un petit peu plus que 1, mais que cette dette est largement couverte par les free cash flow, c'est pas un problème. On va le voir après. Je vais vous montrer l'exemple avec Adobe. C'est le type d'entreprise. On s'en fiche un petit peu qu'il y a un ratio à 1,2 ou 1,3 parce qu'en fait, ils font 8 fois plus de free cash flow sur un trimestre ou sur l'année, donc on s'en fiche un peu. Et l'une des choses les plus importantes, c'est évidemment la valuation. Je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Il y a des youtubeurs qui vont avoir une super analyse, mais ils vont pas jusqu'à comment donner le prix. En fait, qu'est-ce que vaut aujourd'hui l'entreprise et à quel prix il faut l'acheter. Donc ça, je vais vous montrer ensuite comment je fais. Mais avant ça, je vais vous montrer donc le cas avec Adobe. Pourquoi j'ai investi dernièrement sur Adobe? Eh bien parce que en fait, elle coche toutes les cases. J'ai mis revenus en croissance, on est sur 5 ans ici, on voit qu'ils font 10%, voire un petit peu plus. Si on met sur 10 ans, on est même à 13%. Maintenant, si je regarde les free cash flow, donc la même chose, on va regarder sur 5 ans, on est à 12%, et sur 10 ans, on est à 14%. Donc c'est bien parce que c'est plus que les revenus. Revenus, on était à 10-12%, free cash flow, on est à 12-14%, et EPS, donc les earnings per share, on est à 20% ici et on est à 15%. Donc 15 et 20. Donc là, c'est génial. C'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire revenu, on va dire 10, cash flow 12, EPS 15. C'est parfait. Ça veut dire que soit ils font des buybacks ou soit ils gèrent de mieux en mieux leurs coûts. C'est-à-dire ils ont autant de revenus avec moins de coûts. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut. J'avais mis aussi que les marges qui s'améliorent. Bah, on le voit ici, hein. On va se mettre sur 5 ans. Sur 5 ans, ils ont quasi, ouais, ils ont fait quoi, les 30% de marge en plus à peu près. Quand même sympa, très sympa même. Donc ça coche vraiment toutes les cases. Et est-ce qu'ils ont un moat? Bon, ça c'est à chacun de savoir. Moi je pense que oui. Très clairement, on a 80% je crois des professionnels qui utilisent Adobe. Donc si c'est pas un moat, ça y ressemble quand même beaucoup. C'est très difficile de venir déstabiliser Adobe aujourd'hui avec tous les logiciels qu'ils ont. Je crois que c'est, je suis plus 60 ou 80. C'est vraiment très costaud, quoi. En tant que professionnel, c'est exactement ce qu'on recherche. Ils sont en train constamment de racheter aussi pas vraiment des concurrents, mais on va dire des logiciels qui permettent justement d'apporter plus de choix aux utilisateurs présents. Donc vous payez pour avoir toujours plus. Donc je trouve que c'est un bon modèle. Il y a beaucoup de critiques sur Adobe et j'entends très bien les critiques. Je sais que beaucoup détestent
la façon dont ils font payer justement leurs abonnements, etc. Bon, ça, c'est pour un autre débat. Mais là, si on s'en tient aux chiffres, c'est l'exemple parfait qu'on veut. Et ensuite, moi, je voulais parler donc surtout de la valuation, c'est-à-dire de combien vaut l'entreprise. Donc ici, ah oui, j'ai aussi parlé des dettes. Donc les dettes, c'est un bon exemple aussi sur Adobe. C'est où? C'est ici. C'est ici. On voit qu'ils sont en fait, debt ratio, c'est à peu près 1. Ils sont à moins 260 millions, mais 6 milliards de dettes, si on regarde ça avec les free cash flow, dernier free cash flow, 9,6 milliards. Donc c'est-à-dire que avec 6 mois de l'année, ils peuvent rembourser la dette. Donc c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Donc ça me dérange pas quand on a un petit peu de dette, mais que c'est très facilement couvert par les free cash flow, c'est pas du tout un problème. Ensuite, donc, je disais comment je fais pour trouver la valeur d'une entreprise. Le DCF valuation, c'est probablement ce qu'il y a de mieux quand vous voulez déterminer le prix d'une entreprise qui est rentable depuis longtemps, qui a des earnings per share, voilà, qui sont en croissance, etc. Et qui ont surtout des revenus assez prévisibles. Ça, c'est le modèle excellent. C'est parfait, c'est fait pour ça. Donc je l'utilise beaucoup parce que toutes les actions que j'ai quasiment ont ce profil. Si ensuite vous avez pas, si vous êtes surtout sur des growth, donc par exemple des entreprises qui perdent de l'argent, mais qui ont beaucoup de croissance, de revenus, etc. Là, il va vous falloir un autre modèle. Moi, je suis pas expert là-dessus. Vous avez tout un tas de choses qui peuvent, voilà, vous avez les multiples, etc., qui peuvent être utilisées, mais moi, je suis pas à l'aise là-dessus, donc c'est pas ce que je fais. Donc, je vais vous montrer un DCF tout à l'heure sur Adobe, une fois de plus, et on veut un PI raisonnable. Donc, le PI, c'est le truc que tout le monde regarde, mais tout le monde ne le regarde pas forcément correctement. Il faut voir en fonction du secteur, en fonction de l'historique, et aussi voir est-ce qu'il y a un premium. Donc, par exemple, s'il y a un moat très important, par exemple ASML a un moat gigantesque, ça vaut un premium. C'est-à-dire que si toutes les entreprises du marché sont à 20 PI sur le marché d'ASML, ASML va peut-être mériter 25 parce que justement ils ont ce moat qui est assez exceptionnel. Ils sont tout seuls sur leur marché, donc c'est un cas un peu spécial. Mais c'est ce qu'on entend par là, c'est-à-dire que plus le moat est important, plus le premium va être important, ce qui est logique. Et donc, comment faire un bon DCF? J'ai mis être conservateur. Et pour moi, c'est vraiment la clé, c'est-à-dire que vous voulez une, une marge d'erreur qui soit la plus grande possible. Donc, c'est-à-dire que vous ne voulez pas rentrer au prix de l'entreprise, vous voulez rentrer en dessous. 10%, 20%, 30%, ça c'est à vous de voir. Et donc, exemple Adobe, j'ai dit 12% de PS Growth et 25 de PI. Donc, on va voir comment je trouve ces valeurs-là. On a déjà regardé. On a vu les revenus, c'est 10-12%. Free cash flow, c'est 12-14%. Et EPS, c'est 15-20%. Donc EPS, en étant conservateur, on prend 12%. Je pense qu'ils vont faire plus parce qu'ils font des buybacks, parce que je pense que les revenus vont continuer de grossir de au moins 10%, etc. Donc EPS 12% de growth, c'est vraiment le minimum du minimum. Et la valuation, comment on trouve ce 25 de PI? On regarde historiquement. Historiquement, c'est une entreprise qui était, on va dire, allez, entre 30-35, c'est probablement son PI moyen. Si on regarde sur 10 ans, ouais, voilà, on est même presque sur 40. Donc on prend 25, on est très conservateur. Sur le secteur comme ça, logiciel, etc., on est aux environs des 25 aussi. Donc je prends 25, mais je pense que Adobe mérite probablement plutôt proche de 30 que de 25. Mais on va être conservateur. Donc on va faire le DCF pour Adobe. Et donc voilà, j'ai pris 12% ici et 25 de PI. J'ai mis ici que je voulais un retour annuel de 15% sur les 5 prochaines années. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne ceci. Ça me donne que si je veux 15% par an, il faut rentrer à ce prix-là, 351 $. On est à 346, donc on est bon. Et donc si je rentre au prix d'aujourd'hui, je fais 15,37 annualisé sur les 5 prochaines années. Donc moi c'est ce que je vise, c'est 15% par an sur les 5 prochaines années. En sachant que là on est très très conservateur. Donc ça c'est mon scénario moyen. C'est-à-dire que si ça se passe correctement, c'est ce qu'on va avoir à minima. Si ça se passe vraiment pas bien, bon bah on aura peut-être 8 d'IPS grosses et 20 de PI.
et ben, je fais quand même 6,4%. Ce qui n'est pas horrible. Je perds pas d'argent, c'est déjà ça. Euh, donc revenons à mes 12 et 25. Et si jamais ça se passe vraiment très bien et qu'il continue sur le relancé comme en ce moment, bah, on aura peut-être 15% d'IPS grosse et 32 pi. Et dans ce cas-là, je fais quasiment 23% annualisé. Donc voilà comment je fais mes scénarios. Donc ici, moi, je vais prendre mon modèle de base, qui est celui-là, et je vais me fixer, voilà, d'acheter sous les 350. C'est comme ça que je fais. Et donc j'ai un Excel que je vais vous montrer avec toutes les entreprises qui m'intéressent. Donc là, j'ai une checklist avec j'ai 35 entreprises. C'est une watchlist assez large. C'est pas ces 35 là que j'ai envie d'acheter à terme. Dedans, il y en a peut-être à peu près 20-25 sur lesquels j'ai vraiment envie de rentrer. Mais j'en suis d'autres de loin. Euh, donc tous les trimestres, quand il y a les earnings qui sortent, quand il y a les résultats trimestriels qui sortent, je vais update ça. Donc je vais update mon target price ici. Et donc vous voyez Adobe. Adobe, je l'ai mis à 325, donc je suis même encore plus conservateur que ça. J'ai mis à 325 et je suis rentré, donc je crois que mon average doit être à 318 maintenant, ou 322, quelque chose comme ça. Donc j'ai respecté mes objectifs. Je suis rentré sous le prix que je considère être le prix pour faire 15% moyen sur les 5 prochaines années. Et donc, si on regarde en ce moment, j'ai pas beaucoup d'achats en ce moment. J'ai QFIN qui a complètement plongé. Donc là, j'étais conservateur, mais j'étais pas assez conservateur. Donc je vais probablement racheter. Donc c'est une toute petite position. Je vais probablement en racheter encore. C'est sur la Chine, donc c'est un petit peu particulier. C'est la seule hein, que j'ai en Chine. Ensuite, j'ai KNSL qui vient de rentrer dedans parce que je viens d'update le prix et on tombe tout juste sur le prix en ce moment. Donc demain, il y a de grandes chances que je fasse un ordre pour acheter KNSL. Je suis en train de finir vraiment due diligence, mes recherches, etc. Mais ça me plaît pas mal, ça me plaît beaucoup même. Et Duolingo. Duolingo qui fait partie des entreprises que je suis, qui a pendant un moment été vraiment bien en dessous du prix que je voulais l'acheter, mais j'ai pas vraiment fini l'analyse. J'ai un peu de mal en fait. Je suis pas certain de vraiment vouloir acheter Duolingo. Donc c'est dans ma liste quand même. Euh, on verra, on verra. J'hésite à la retirer en fait, tout simplement. Donc voilà, il y en a probablement 3, 4, 5 peut-être que je vais retirer. Mais je les suis de loin parce qu'elles ont quand même un bon profil. Mais je veux attendre avant de passer à l'action. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment tout bête. Je croise ça aussi avec le PEG, PEG, qui en gros est un PI, mais avec la croissance à venir. Donc la croissance des analystes que les analystes prévoient. Donc c'est un peu mieux que le PI, on va dire. Et idéalement, on a envie d'être entre 1 et 2. Et en dessous de 1, là, c'est vraiment incroyable. Donc par exemple, quand j'ai acheté Uber plusieurs fois, là, Uber sur les EPS, je pense qu'on est plutôt sur du 15, voire même un petit peu plus. Donc voilà, je l'ai acheté, en fait on était quasiment à 1 de PEG. Donc c'était vraiment vraiment pas mal. C'était une bonne opportunité. Adobe, vous voyez que c'est à peu près pareil, hein. Donc là, ça remonté un petit peu, mais quand je l'ai acheté, pareil, on était, je pense, aux alentours de 1.2, 1.3. Donc ça, c'est vraiment des bons niveaux pour rentrer. Donc voilà, je le croise aussi avec ça, ça peut être intéressant. Mais voilà, donc c'est vraiment, il n'y a rien de sorcier, je fais simplement ça. Le plus dur, évidemment, c'est l'étude de l'entreprise. Comprendre si vraiment elle a un avantage concurrentiel ou pas, comprendre comment elle fait de l'argent, comment elle dépense son argent, dans quoi elle l'investit, ça c'est aussi extrêmement important. Quelque chose que je regarde également, c'est le ROIC, qui est le retour sur le capital investi. Je crois qu'on l'a ici, voilà, sur les capitales employés, enfin, en français je ne sais plus comment on dit. Et vous voyez, Adobe, bah voilà, ça fait que d'augmenter. Ça, c'est vraiment la métrique qu'on regarde. Mais vous voyez, on va regarder la profit margin. Profit margin qui se tient aussi. Mais on préfère regarder en fait le ROIC. Moi, c'est ce que je regarde en priorité. C'est ça, c'est vraiment la meilleure mesure. C'est combien de retour sur investissement l'entreprise va avoir quand elle investit sur elle-même. Et donc là, c'est quasiment 12%. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, mais je pense que c'est suffisant. Ça vous donne un petit peu les idées principales de comment ça fonctionne. Et puis surtout, si, parce que je vois dans les commentaires que certains achètent quand moi aussi j'achète. Donc évidemment, c'est pas l'objectif, c'est à vous de faire vos recherches.
mais je voulais quand même vous montrer du coup un petit peu ce qu'il y a derrière pour pas que, pour ceux qui veulent vraiment me suivre, je peux pas vous empêcher évidemment. Donc si vous voulez, le faire, bah, au moins sachez comment je le fais. Donc je le fais comme ça, c'est vraiment très simple, mais ça a toujours, plutôt bien fonctionné pour moi. Ça veut pas dire que vous allez toujours gagner comme ça, mais quand vous allez perdre relativement peu et quand vous allez gagner beaucoup. Comme sur Google par exemple où je suis à 110 ou 115%, Sezzle ça part très bien aussi, ou même Adobe, hein, enfin voilà, à peu près tout mon portefeuille là se passe plutôt bien. On peut jeter un petit coup d'œil rapidement. Hop, bon, évidemment à chaque fois que je veux le présenter ça marche pas. Voilà et vous voyez, bah, voilà, on a 110%, 22, 17, 58, 23, 25, mais et quand on perd, bon, bah, voilà, je suis à -1, -1,5, -25 ici, c'est une toute petite position, mais bon, même si c'était une position à 5%, c'est pas dramatique, hein, parce que c'est compensé très largement par le reste. Donc voilà, petite explication rapide, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous mets aussi le Discord où je mets tous mes achats, toutes mes ventes. Donc si vous voulez regarder un petit peu ce que je fais, voir mon portefeuille, etc., ça se passe sur le Discord. Et puis sinon, bah, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.